Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette conférence. Je pense qu'on va avoir des retours d'expériences qui vont être extrêmement intéressants, des vrais cas d'usage, des vraies utilisations. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal d'attentes du public sur ces sujets. Sur qu'est-ce que le serious game multijoueur peut apporter. Et moi, j'aimerais éventuellement commencer par une question. On parle du ultra hybride. Et j'aimerais savoir ce que ça veut dire un serious game multijoueur ultra hybride. Exactement. C'est bon, on a le son, tout va bien. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là, ça fait plaisir de voir. Il n'y a plus de place, désolé pour ceux par terre du coup. On va vous présenter avec Charles beaucoup de réflexions et de travail qu'on a mené ensemble. Charles, veux-tu te présenter ? Je me présente. Ok, Charles Aïvar, Fédération nationale des travaux publics. En 2 mots, ingénieur travaux, ancien formateur, directeur d'organismes de formation et aujourd'hui chef de projet de digitalisation des ressources pédagogiques de la profession. Donc, projet qui s'appelle TP Demain. Ah oui, pardon. Donc la FNTP en 2 mots, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet-là ? C'est 8000 entreprises, à peu près 300 000 salariés, 50 000 personnes formées tous les ans dans tous les publics possibles, c'est-à-dire formation initiale, formation continue, demandeurs d'emploi, formation réglementaire, etc. Et c'est important d'entendre ça puisque c'est une des raisons qui fait qu'on a été amené à travailler ensemble, notamment sur le fait de ne pas créer de ressources pédagogiques par cible et de créer des ressources valables pour tout le monde. Mais je ne m'étends pas tout de suite sur le sujet. A fait de la formation TP une cause nationale. C'est ça, c'est ça. Et donc pour ma part, moi je suis Laurent, je suis le fondateur d'une entreprise de serious game qui s'appelle Succubus. Il paraît que mon profil psychologique est innovateur passionné, je m'étais dit que j'allais le caser une fois dans une conf, c'est fait. C'est une entreprise qui a été créée en 2002, on vient de fêter les 20 ans, on va fêter les 21 dans 2 mois. On a fait plus de 150 jeux, on a gagné 16 trophées internationaux. On est pionnier en Europe, paraît-il, sans le vouloir, mais ça on en parlera une autre fois. On a un stand près de l'entrée, n'hésitez pas à passer nous voir. C'est parti. Ultra hybride, j'ai inventé ce mot-là. Je le trouve super bien, parce qu'en fait, il résume très très bien le travail qu'on a fait. Le principe, c'est de se dire, comme Charles l'a déjà introduit, qu'idéalement, quand vous allez créer un contenu pédago, vous allez vouloir l'utiliser de plein de façons différentes, vous ne voulez pas recréer à chaque fois. Alors, idéalement, la pédago que vous créez, elle est compatible avec une utilisation seule ou une utilisation en classe. Quand je dis seule, quand je dis la pédago, je ne parle pas d'un serious game et je ne parle même pas forcément de quelque chose de digital. Ça peut être seul avec un livre, seul devant son ordinateur, en classe normale, en classe virtuelle, etc. On va également commencer à parler de la disponibilité, la présence d'un enseignant ou d'un formateur. Quand on est en autonomie ou qu'on est avec quelqu'un, il ne se passe pas la même chose. Le niveau de connaissance initiale de soi, mais aussi des autres personnes avec qui on est, c'est quelque chose qui est très important dans un groupe. Et finalement, le temps qu'on peut y consacrer. Toutes ces choses-là, ça rentre dans cette étape-là. Je vais laisser Charles vous expliquer quels usages, lui, il en fait. Alors le contexte dans lequel on a développé ce serious game était un contexte d'abord multi-utilisateur. C'est-à-dire qu'on puisse utiliser cet outil avec des jeunes en formation initiale, avec des jeunes qui allaient entrer en formation initiale sur nos métiers, avec des demandeurs d'emploi qui étaient en reconversion. Donc on avait tout un tas de publics à cibler. C'est un outil sur la découverte. On a 4 serious games, donc tu parles du plus gros, mais il y en a 3 autres en plus derrière. Un outil sur la découverte des métiers, et ce sujet-là devait pouvoir être exploité dans tout un tas de circonstances et de modalités. Donc en autonomie pour ceux qui font leur propre recherche sur le net, encadré dans les collèges parce qu'il y a un certain nombre d'heures qui sont consacrées à la découverte des métiers. Ça pouvait aussi être prescrit dans le cadre de parcours pilotés par le NICEP. Ça pouvait être mis à disposition libre dans le cadre de forums de découverte des métiers ou de portes ouvertes d'établissements. Donc on avait vraiment un contexte très 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 varié et il était hors de question pour des questions de ressources en temps et de ressources financières de développer un outil adapté à chaque contexte et chaque modalités. Et dans ces modalités, on avait des durées effectivement extrêmement variables. Donc, il a fallu imaginer quelque chose de très couteau suisse. Finalement, Charles, j'avais une question. C'est pas seulement un outil de formation, c'est aussi un outil. Voilà, ça marche. C'est pas seulement un outil de formation, c'est aussi un outil d'orientation finalement. Alors,
Je viens de parler du multi-cible. On était aussi dans le multi-objectif pédagogique. C'est-à-dire que c'était à la fois un outil, c'est à la fois un outil de découverte du contexte des métiers des travaux publics. C'est-à-dire c'est quoi, grosso modo, les travaux publics. On construit des ouvrages, mais lesquels? Les travaux publics, c'est pas le bâtiment. Il y a des engins, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui se passerait si les travaux publics n'existaient plus? Voilà. Donc on serait ou dans le Moyen-Âge ou dans The Walking Dead. C'est au choix des uns et des autres. Donc finalement, il fallait qu'on puisse communiquer à la fois sur le cadre général de la profession et en même temps sur les métiers qui découlent de toutes ces activités-là. Donc on était sur plusieurs objectifs pédagogiques distincts. On vient de le dire. Voilà. Et tu avais l'évolutivité en plus. Et, point important, comme c'était un gros projet, il était hors de question qu'on soit dans un one-shot. De dire, voilà, on va mettre 1 an, c'est à peu près ce qu'on a mis, pour concevoir et développer l'outil, 1 an de travail hebdomadaire. Donc j'ai quasiment intégré les équipes de Succubus. À la fin, c'était quasiment comme ça. Et au final, on s'est dit que cet outil avait nécessité tellement de jus de cerveau qu'il était hors de question d'en faire un, de le lancer, d'arrêter là et d'en faire un autre dans 5 ans. Donc on l'a pensé aussi en termes d'ajout de scénario, d'ajout de fonctionnalité, d'ajout de séquence. On l'a pensé pour être complètement évolutif. Et on est déjà là en train de réaliser la Run 2 et de mon côté d'imaginer ce qui pourrait venir sur une version 3. Donc on s'inscrit également dans le temps. Donc multi-cible, multi-public, multi-objectif et utilisation évolutive dans le temps. Alors, mon monde idéal par rapport à ce jeu-là, et c'est l'exercice le plus difficile, c'est d'arriver à certains moments à se mettre dans la tête des différents utilisateurs. C'est-à-dire, je suis un enseignant en collège, je dois animer une séquence de découverte des métiers avec une classe de 3e, j'ai 55 minutes devant moi, comment je peux utiliser ce jeu? C'est un cadre d'usage. Je suis conseiller à l'ONICEP. J'ai un jeune qui vient me voir, qui souhaite s'orienter sur les métiers des travaux publics, en confondant les travaux publics, le bâtiment, la conduite d'engins, enfin avec un énorme melting pot, et il faut l'aider à clarifier ses idées. Je vais prescrire un parcours de définition de projet professionnel, et cet outil-là va venir s'intégrer à un moment donné dans le parcours. Je suis l'utilisateur lambda, très aguerri au web, à Google, aux recherches, etc. Je fais moi-même mes recherches sur mon avenir professionnel. J'ai besoin de trouver un outil qui puisse m'aider à y voir un petit peu clair et dans lequel je puisse évoluer tout seul. Je vais me connecter sur la plateforme TP Demain, je vais aller dans la rubrique découverte des métiers, je tombe sur ce jeu, je le déroule. Je ne suis pas accompagné, ça marche quand même. Donc on est vraiment dans tous ces usages. Inutile de vous dire qu'en amont de la conception, où on met vraiment les mains dans le moteur, en amont, il y a eu une réflexion extrêmement poussée pour arriver à tenir compte de toutes ces situations. Et c'est ce qui fait qu'au terme, ça fonctionne. Ouais, merci Charles. Donc voilà, du coup, le résumé qu'on a pu en faire, c'est ces 4 points-là. C'est qu'est-ce que c'est que le ultra hybride? C'est quand vous allez prendre en compte ces 4 points-là et que vous allez vous assurer que vous réussissez à faire qu'un même contenu puisse s'adapter à tous ces cas d'usage-là. Donc vous voyez, à chaque fois, en fait, finalement, c'est pas si compliqué. Il y a durée, simultané ou différé, avec animateur ou pas animateur. Séquence simple de découverte, complexe d'entraînement, c'est la difficulté du jeu, il faut que ce soit variable. Donc, on a travaillé donc avec une entreprise de 300 000 salariés, on peut parler de grands comptes. Charles parle toujours d'un projet, on va vous le montrer à la fin, il s'appelle Afterstorm, on fait une pseudo-annonce officielle aujourd'hui, il sort, vous allez pouvoir y jouer si vous voulez. On a d'autres projets, on réutilise des technologies, donc moi je vais vous raconter en fait comment on a pris en compte ces demandes qui faisaient un peu peur, et on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on va s'en sortir pour répondre à tout ça? Donc, je vais vous donner quelques tips, c'est applicable, nous on l'a fait, mais en fait c'est applicable pour vous aussi, de plein de façons, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais en tout cas, ça peut vous permettre d'aller plus loin. La première chose, c'est que donc, on fait du serious game. C'est un mot qu'on entend beaucoup, tout le monde veut dire beaucoup de choses. Pour faire très simple, on va séparer, il y a un contenu pédagogique,
et il y a des mécaniques ludiques. En fait, c'est deux choses différentes. On a possibilité de les recontextualiser. Pour ça, il y a 3 petits efforts qu'il faut faire. Il y en a un qui est un peu plus que petit, mais premier effort, quand on veut recontextualiser la pédago, il est question avant tout de la structurer. Ça va vous parler, c'est facile, c'est quelque chose que vous connaissez. L'idée, c'est de faire des parcours séquencés en activités, c'est un peu comme des slides d'un PowerPoint. Et ça va être de catégoriser ces différentes activités finement. Alors finement ou pas, mais en tout cas de mettre des tags, comme par exemple la difficulté, est-ce que c'est facile, moyen, difficile. Mettre des thématiques, est-ce qu'on est sur une thématique ouvrage, une thématique métier, une thématique engin, une thématique formation, une thématique sensibilisation, une thématique rouge, orange, bleu, peu importe. Mais l'idée, c'est de taguer les contenus. Pédago. Le deuxième effort, on est sur un serious game, nous on développe. On n'est pas en train de prendre un logiciel déjà existant, on a du code, on a des graphismes, on fait du sur-mesure, ça c'est notre métier de tous les jours. La première chose qu'on a fait, c'est de prévoir des scénarios alternatifs. On a fait le plus gros scénario, il y a à peu près 1 heure de jeu en solo. Et sur la base de ça, on a décliné le scénario existant sur des versions plus simples, plus courtes, plus rapides, 25 minutes en classe, parce que l'enseignant, il faut qu'il l'introduise, puis ensuite, il faut qu'il capitalise sur ce qui vient de se passer pour faire des exercices, etc. Alors en classe, enseignants, on parle beaucoup d'éducation nationale, il y a des partenariats avec l'ONICEP, avec l'éducation nationale côté FNTP, donc ça fait vraiment partie des gens qu'on voit, mais ça marche aussi dans des centres de formation, dans la salle de classe, etc. Le deuxième effort, c'est de permettre de paramétrer les règles de jeu. Paramétrer les règles de jeu, on va penser à 2 choses, on va penser au ludisme, et puis on va penser aux objectifs. Est-ce que c'est difficile d'atteindre la fin du jeu? Non pas à cause du contenu pédagogique, mais à cause des règles de jeu. Donc ça, il faut être capable d'en mettre plus ou moins. Et pareil sur le ludisme. Est-ce qu'on est quelque chose où on est en multijoueur, on peut envoyer des crasses à l'équipe d'en face, où on se calme, on n'est pas en compétitif, on enlève ces fonctionnalités-là qui peuvent être un petit peu too much dans certains contextes. Donc c'est vraiment ce principe-là d'avoir des leviers. Autre chose, on utilise évidemment beaucoup de personnages dans les serious games. Le personnage, son premier rôle, c'est d'être un animateur virtuel, de guider, d'expliquer, de donner les objectifs. Ça peut être un personnage ou plusieurs, mais nous, typiquement, dans nos réalisations, on en a un principal majeur. Il faut qu'il soit débrayable, il faut qu'on puisse décider de ne pas l'utiliser. Et à ce moment-là, il y a un animateur humain qui va venir prendre la place de cet animateur virtuel. Et c'est lui, d'ailleurs, qui va choisir de le mettre ou de ne pas le mettre. Et finalement, permettre l'aléatoire. Quand vous faites un jeu de plateau, un jeu de société comme un Trivial Pursuit, vous tirez une carte au hasard. Vous allez comprendre après pourquoi c'est important, mais permettre qu'on puisse en fait aller récupérer des contenus pédagogiques d'une façon aléatoire va aider énormément à cette modularité. Et puis il reste un effort. Alors, avant de vous parler de ce dernier effort, une petite opportunité. On est sur un programme digital. On réunit pratiquement tout le monde au même endroit. Alors, dans le cas de la FNTP, c'est un peu chiant, désolé Charles, c'est beaucoup d'endroits différents, mais c'est quand même des endroits qui sont identifiés sur lesquels les gens se réunissent. Ça peut être votre LMS, ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être un site web, en tout cas on a un point d'entrée. Eh bien, c'est une opportunité de faire du multijoueur. Il faut faire jouer vos apprenants ensemble. C'est une mécanique d'engagement, même si vous faites un mauvais contenu. Si vous faites jouer vos apprenants ensemble et qu'il y a un animateur humain, vous allez multiplier l'engagement, vous allez le décupler. Même si vous faites, on va pas dire un mauvais contenu, mais un contenu qui est quand même pas à la hauteur de ce que vous auriez voulu faire, vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, ils sont en multijoueur, il y a un apprenant qui les guide, un game master, c'est comme ça qu'on l'appelle, chez nous en tout cas, ça multiplie l'engagement. Alors, il lui faut une interface à ce game master. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Vous connaissez sans doute Kahoot. Kahoot, on choisit ses contenus, on crée une session, ça génère un code. C'est pas très compliqué à développer, vous pouvez le faire, pour peu que vous ayez des développeurs. Ça va permettre 2 choses, ça va permettre de faire un jeu synchrone avec une progression commune. C'est-à-dire que, puisque vous avez chapitré, puisqu'on a filtré, on a décidé du temps, etc., on va faire que les joueurs s'attendent en même temps, progressivement à travers le jeu. Et en plus, ces moments-là sont vraiment fantastiques, parce que ça permet de faire des débriefings. On va regarder comment chaque personne a joué. On est sur du serious game, c'est dynamique. Ce qu'on fait au début a un impact après. Et en fait, tout simplement, on va débriefer. Toi, tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe? T'en es rendu là? D'accord, tu vas voir après, il se passera des choses. Et on remet l'humain au centre du dispositif digital. Et finalement, ça va permettre le jeu asynchrone. Quand on joue en solo, c'est dommage.
on est sur une plateforme, on a une opportunité de ne pas être solo. Eh bien, on va utiliser des fantômes pour voir la progression des joueurs qui ont fait un parcours avant. Et comme un petit peu quand on fait une course de voiture, quand je suis rendu au deuxième virage, je vois le fantôme des autres qui sont allés avant moi. Je vois si je suis en avance, si je suis en retard. Je vois si je suis plus à l'intérieur, plus à l'extérieur. Je peux me comparer aux autres. Et donc, permettre qu'on se compare, non pas à la fin de l'expérience, mais pendant l'expérience, au fur et à mesure de la progression, ça permet de faire du multijoueur. Et avec ça, je vous montre la petite interface qu'on a développée. Ça vient de disparaître, mais ça viendra apparaître. Sur la gauche, vous voyez le nom des participants, vous voyez les scores qui sont déclarés par le projet qui remonte là-haut. En bas, vous voyez une petite barre de contrôle. C'est vraiment super simple et ça permet de faire tout ce que je vous ai dit avant. On n'est pas sur du World of Warcraft, on n'est pas sur du Minecraft, on n'est pas sur des gros jeux multijoueurs avec des mondes virtuels, de la persistance, du Web 3, des interactions. On est sur quelque chose où on s'assure que les gens vivent l'expérience ensemble. Et je repasse la main à Charles, voilà pour moi. Alors, Afterstorm et Road Builder, qui sont les deux parmi les 4 projets sur lesquels on travaille actuellement, qui sont pour Afterstorm le projet qui est en train de sortir, Road Builder, projet qui est bien avancé. Ces 2 projets-là ont pour ambition commune de, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, expliquer, donner à découvrir le contexte général des métiers des travaux publics, des activités des travaux publics et des métiers qui sont associés. Et pour ces 2 jeux-là, on a pris un parti pris sur la découverte des métiers qui jusqu'à maintenant n'avaient pas été explorés. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, personne, en tout cas dans nos métiers, personne n'a envie d'être constructeur de canalisation gaz. Vous avez questionné un jeune dans la rue, il a 15 ans, vous lui dites, alors tu veux faire quoi demain ? Demain, je vais être dans le fond de la tranchée à poser des canalisations gaz. C'est rarement une vocation. Si vous m'en trouvez un seul, je l'embauche tout de suite. Je trouve du travail tout de suite. Et c'est la même chose sur construire des routes, etc., etc., etc. Donc, nous ne sommes pas, on l'assume, dans des métiers sexy. Nous ne sommes pas dans des métiers qui donnent envie. Donc, on ne peut pas jouer là-dessus. Bon, si ce n'est pour les quelques jeunes qui s'imaginent aux commandes du gros engin, parce qu'il y a toujours un gros engin, donc il y a toujours quelqu'un qui va être aux commandes du gros engin. Bon. Sauf que ça, c'est 3% de la population des opérateurs de chantier. Donc, on ne peut pas jouer sur ce levier-là pour donner envie, pour recruter. Il a fallu trouver autre chose. Et en fait, il suffit de regarder autour de nous, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure en forme de boutade, qui se pose la question de ce qui se passe le matin quand vous ouvrez le robinet. Vous avez de l'eau qui coule, vous vous lavez les dents, vous êtes super content. Ben, imaginez demain que vous n'ayez plus d'eau qui coule. Imaginez demain que quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous n'ayez plus d'électricité, que quand vous branchez votre box, vous n'ayez plus de Wi-Fi. Et donc, c'est ce que je disais, c'est ou le Moyen-Âge ou The Walking Dead. Et quand on part comme ça, en disant aux jeunes, venez travailler dans les TP, non, en ne leur disant pas, pardon, venez travailler dans les TP, mais en leur disant juste, imaginez ce qui se passerait s'il n'y avait plus ça. On fait un pas de côté et on va les accrocher sur la question du sens. Parce que construire le monde, c'est quand même plus intéressant que de se dire je vais être dans le fond de la tranchée à poser des canalisations gaz. Donc on est sur construire le monde en fait. Construire nos villes, amener des services, aider les gens, participer à la résilience climatique, participer à l'évolution des villes pour intégrer les contraintes de la transition écologique, etc., etc., etc. Donc on est sur tous ces sujets. T'es à la bourre, Charles. Toujours. Et donc le jeu commence par, on est sur une île expérimentale, on détruit les choses parce qu'il y a... On va montrer la vidéo, on va montrer la vidéo. Parce qu'il y a un cataclysme climatique. Et maintenant, si on veut traverser l'île et si on veut avancer, il faut réparer. Donc le challenge, il est là, il faut réparer. Et en réparant, on va découvrir les métiers. Voilà notre porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on est rentré par la question de la nécessité et du sens, et non pas par l'approche traditionnelle en fiche où pour faire tel métier, j'ai besoin de telle compétence et telle compétence et telle compétence, et au bout de 30 secondes, vous avez perdu tout le monde. C'était là où les ressorts ludiques du jeu ont été extrêmement utiles. Voilà, pour faire court. Voilà, paramétrable, on vous en a déjà énormément parlé. Oui, après, c'est des éléments un peu techniques.
Voilà, grande annonce. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses à voir, il y a plein de choses qui sont présentées. Ça, c'est le premier jeu avec lequel on a collaboré avec la FNTP. Il y en a un deuxième qui est en cours de construction sur le même back-end technique, en fait, puisqu'il a les mêmes besoins. Voilà. Et puis, on va vous parler rapidement des deux autres. Je te repasse la main, Charles. Alors, les deux autres, c'est intéressant puisque ce ne sont pas vraiment des jeux. Mais on a eu à un moment donné le besoin de digitaliser une expérience, puisque dans certaines formations qu'on organise, il y avait une partie pratique qui consistait à visiter des infrastructures. Visiter des plateformes de recyclage, visiter des centrales de confection d'enrobés, etc., etc. Donc, on avait un besoin de faire visiter un endroit. Sauf que ces endroits-là, on ne les trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit. Donc, à un moment donné, on a eu besoin, pour faciliter la massification de nos formations, de digitaliser ces expériences. On a cherché une solution et en fait, on s'est rendu compte en discutant avec Laurent que les techniques des Serious Games pouvaient tout à fait nous être utiles pour créer un outil qui est un petit peu un jeu, mais plutôt une expérience pédagogique, c'est-à-dire que là, c'est 20% de game et c'est 80% de serious. Là, on est sur 50-50 ou 60 de game et 40 de serious. Donc, on a fait bouger les curseurs et on a développé un concept de digitalisation d'expériences physiques en croisant les techniques du jeu et puis des toutes petites capsules vidéo qu'on est allé filmer dans les endroits un petit peu stratégiques dont on avait besoin de partager l'expérience. Voilà, on est sur cette même philosophie de dire on est sur du multipublic, on est sur un usage qui peut être totalement libre, qui peut être prescrit en formation, encadré ou pas, synchrone, asynchrone, parce que maintenant tous les produits qu'on développe ensemble, on les pense dans cette optique ultra hybride, parce qu'on se rend compte qu'en fait on les conçoit une fois. Alors c'est beaucoup de travail de réflexion, mais une fois que c'est fait, on a quelque chose de solide et qu'on va décliner sur différents produits par rapport à nos besoins. Voilà. Et il y avait quand même beaucoup d'existants, il y a beaucoup de vidéos qui existent. Le problème, c'est que si je vous mets 1h30 de vidéos à regarder sur 18 endroits d'une plateforme de recyclage, ou alors quand on est en train de décarboner, toutes les solutions de décarbonation qu'il peut y avoir dans une ville ou autour d'une ville, c'est pareil. Des fois, on en veut 3. Donc voilà, là, ça revient à ce qu'on disait, il y a toute l'expérience complète qu'on va pouvoir filtrer et en fait qu'on va même pouvoir laisser paramétrer par l'enseignant, par le facilitateur, par l'animateur, par le game master, de façon à ce qu'il puisse dire pour aujourd'hui, je veux que ce contenu-là, de cette façon, etc. Tac, 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 il configure son petit scénario, il crée son code, il a sa Game Master App qui lui permet de voir comment est-ce que ses apprenants joueurs progressent, que ce soit en synchrone, en asynchrone. Voilà. Moi, je voudrais donner une petite conclusion là-dessus. Ça, vous l'avez compris, on l'a répété plein de fois. Hein. Une version par contexte, c'est beaucoup d'euros, mais en fait, finalement, c'est beaucoup de ressources de tout. C'est beaucoup d'énergie qu'on n'a pas. Un serious game, c'est dynamique par design. On est sur quelque chose où on doit coder. Il y a très peu de serious game où on ne va pas sortir des lignes de code, de toute façon. Même quand on se sert d'un outil auteur, finalement, on est en train de le paramétrer avec quelque chose qui ressemble à des lignes de code. C'est une opportunité. Il faut la saisir. Il faut vous équiper correctement. Nous, c'est ce qu'on a fait. Alors, on s'est équipé en interne pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la FNTP, mais aussi de tous nos autres clients. Finalement, c'est très, très vertueux. Voilà. Mais au-delà de la rentabilité, parce qu'en fait, on n'a pas arrêté de vous parler de ça, le mot de la fin, ce serait de dire que, quoi qu'il arrive, ce genre de technique, toutes les petites astuces que j'ai essayé de vous lister tout à l'heure, vont améliorer la qualité de votre projet, que ce soit un serious game ou que ce soit autre chose. Ce sont des pratiques de bon sens qu'on n'a jamais le temps de faire. Faut prendre le temps de le faire une fois. Voilà. On a des projets petits, moyens, gros à la FNTP. On ne gagne finalement pas toujours d'argent, mais on sait qu'on travaille dans le temps. Donc on a cette rassurance de pouvoir investir nous-mêmes sur nos propres technologies pour ensuite les faire valoriser auprès de la Fédération nationale des travaux publics. Et petit retour d'expérience en tant que client, et ça je pense que c'est important à dire, c'est qu'au-delà du temps, de pilotage, du coût, etc., c'est vraiment réaliser une symbiose, et j'emploie le terme à dessein, une symbiose entre deux équipes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais en direct, parce qu'il faut effectivement, quand on est dans un contexte professionnel très très cadré, il faut que tout semble réaliste. Ça veut dire que je pouvais être en direct plusieurs fois par semaine
avec les équipes de concepteurs, avec les équipes de graphistes, et recevoir des notifications dans ma boîte mail en vague parce que est-ce que là c'est le bon outil, est-ce que là c'est le bon équipement, est-ce que là le panneau il dit bien les bonnes choses, est-ce que, et tout l'environnement doit être travaillé avec beaucoup de précision et d'exactitude, et ça de la part du client, ça nécessite un investissement total et extrêmement important. Voilà, c'est donc en termes de métier, retour d'expérience, c'était important de le dire, et intégrer cette dynamique de design de Serious Game, personnellement, j'ai trouvé l'expérience assez géniale. Voilà ce que je voulais dire. Merci Charles. Bon, voilà, donc l'expertise métier, on ne l'a pas, il faut qu'on l'apprenne, on est obligé, donc on est obligé de travailler très très proche du client. Il y a des clients qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie, qui n'ont pas les budgets, qui n'ont pas, etc. Il y a un petit hôtel chez nous avec une photo de Charles, on met des oranges et des bâtons d'encens tous les matins. Il était disponible à chaque fois qu'il y avait besoin. Voilà, c'était facile pour nous. Alors on a essayé de rendre aussi l'expérience facile pour Charles. Lui, il connaît pas le Serious Game. Il a découvert avec nous, donc on lui a montré comment ça marchait. Donc je pense que c'est cette partie de l'expérience qu'il a. Et je suis pas du tout apprécié. Joueur en fait à la base. Ouais. Voilà. C'est tout pour nous. Merci. Merci beaucoup pour ce retour. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce projet, c'est la pertinence de la posture que vous avez prise sur le pas de côté, le fait de plutôt redonner du sens au métier, expliquer quel est le sens de ces métiers. Parce que, comme vous l'avez dit, on n'est pas sur des métiers sexy. Par contre, quand on explique à quoi ils servent, on s'aperçoit à quel point ils sont indispensables. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, éventuellement ? On vous apporte le micro. Il y a quelqu'un qui court avec un micro. C'est vers où ? Petite question évidemment que je trouve assez intéressante. Donc en termes de temps, j'ai compris que c'était un projet qui allait durer à peu près 1 an. En termes un petit peu justement de budget, pour avoir une idée sur un tel projet. Alors je parle pas des budgets en termes de jour homme, mais voilà. Après on a bien compris que ça doit être un budget, je pense, très important du fait que c'est multi-contexte, multi-joueur et il y a sûrement un gain d'argent quand même. Mais avoir à peu près une idée de budget. 2 500 000. J'aurais bien voulu. Non, finalement, c'est même pas si élevé que ça. Enfin, c'est confortable. Hein, c'est 100 000 euros en moyenne, on va dire, à peu près. Il y a du plus gros. Là, celui que vous venez voir sur Storm, il est au-dessus. Mais il y a du tout petit aussi. La plateforme de recyclage, on est sur 20 000 euros. Donc, voilà. Mais globalement, on peut pas. Nous, on n'aurait pas pu investir sur ce genre de choses-là si on n'avait pas un contrat à 100 000 euros. Voilà. Ensuite, dans le monde du Serious Game, il y a des beaucoup plus gros budgets. Là, quelque part, nous, on considère presque maintenant la FNTP comme un seul projet, avec différentes façons de le décliner. C'est-à-dire qu'on arrive sur l'ultra hybride, quoi. On crée des nouveaux projets sur la base de l'existant, en essayant de récupérer un maximum de graphisme, et ce genre de choses-là, quoi. Donc, on réussit à rentrer dans une rentabilité parce qu'ils ont des besoins, la cause nationale. C'est ça. Donc ça, c'est le budget, on va dire, développement. En termes de budget ressources humaines, vraiment en phase de run, c'était pour moi au moins une journée par semaine. Voilà. Et ça pouvait aller jusqu'à une journée et demie ou 2 jours, quand vraiment il y avait des rushs de validation. Ça peut être assez conséquent. Ça a des journées de 18 heures, donc... Ça peut être assez conséquent. Non, il a beaucoup travaillé, il faut être honnête, mais c'est un projet qui est... Je fais ça avec du contenu, hein, donc... Ouais, je crois qu'on a 5 minutes encore. Bon, voilà. En tout cas, merci pour le teasing, ça donne envie. Ouais. Je ne vais pas m'engager dans la profession, c'est un peu trop tard, mais en tout cas, les jeunes, ça doit... C'est pas trop tard pour s'engager dans la profession. Non, je disais que le teasing donnait envie, mais un peu trop tard pour m'engager dans la profession. Mais venez, on vous accueille à bras ouverts, venez. Moi, j'avais une question sur la capacité de mise à jour, parce qu'on voit, il y a un très très gros travail dessus. Ouais. Si demain, vous avez des besoins de changement sur le scénario que vous nous avez montré, comment ça se passe ? Bon, ça va être une question, ouais, je vais répondre. Avant de rencontrer Charles, on avait déjà énormément travaillé sur ces approches-là. Nous, on a une entreprise qui a 20 ans. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, il y a un back-office qui est derrière. Donc, tous les fichiers, tous les dialogues, toutes les règles de jeu, toutes les valeurs numériques, tout est modifiable online. De la même façon, quand on travaille une agence qui va livrer un site internet pour quelqu'un, on n'imagine plus aujourd'hui commander un site internet sans un back-office, ce serait complètement fou. Bon, c'est pareil pour le Serious Game. Alors, en tout cas, c'est en train d'arriver. Nous, ça fait un petit moment qu'on a mis ça en place.
Donc tout est modifiable. Il y a des outils auteurs pour différentes parties, pour les niveaux, pour les scénarios, pour ce genre de choses-là. Charles pourrait probablement pas modifier par lui-même. Par contre, s'il prend un stagiaire, qu'il le forme, qu'il le fait passer 6 mois dessus, le stagiaire pourrait carrément se mettre à créer du contenu à l'intérieur du jeu. Et au pire, c'est nous qui faisons la maintenance, parce qu'il y a déjà eu des maintenances, il y a des petites choses à changer à droite à gauche, mais ne serait-ce que rien que pour nous, le fait d'avoir ce back-office, on n'ouvre pas des lignes de code, quoi, hein. On va directement dans le fichier, c'est les concepteurs chez nous qui font les mises à jour, c'est pas les développeurs. Les développeurs, ils font le moteur, ils font les règles de jeu, après c'est fini pour eux. C'est graphistes et concepteurs qui viennent utiliser ça, quoi. Donc ça c'est une thématique habituelle et qui est aujourd'hui devenue facile à gérer. Alors, les grandes nouveautés pour nous, c'est la Game Master App et le fait de faire jouer les gens ensemble. C'est vraiment ça qui est 2021-2022. On a... voilà. Une dernière question ? Il y en a une ici. Enfin, je suis désolé, je modère à ta place, mais on prend une dernière question. Il y en a deux. Bonjour. Ma question, ça va être pour l'après. Vous avez décidé donc de mettre ce jeu. Comment vous allez le déployer auprès des organismes de formation ou même des formateurs ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les accompagner ? Alors, on a prévu 2 choses. Parce qu'en fait, comme on est dans une logique multi-cible, il faut dans notre stratégie de communication qu'on puisse arriver à parler à chacune de ces cibles. Donc il y a des gens qu'on contacte par des têtes de réseau. C'est-à-dire tout le déploiement sur l'éducation nationale se fait en partenariat avec leur plateforme Étincelle. Donc ce jeu va apparaître sur la plateforme de l'éducation nationale et donc sera poussé vers les collèges par l'éducation nationale elle-même. Sur nos propres réseaux de centres de formation et de CFA, on les rencontre régulièrement, donc on les tient au courant. Et puis ensuite, derrière, on va engager la formation des formateurs qui souhaiteraient utiliser cet outil-là pour animer des séquences en présentiel, où là, il faut les accompagner un petit peu plus sur comment on introduit le propos, qu'est-ce qu'on a comme activité d'introduction, qu'est-ce qu'on a derrière comme activité de conclusion ou d'évaluation. Donc, il faut mettre un petit peu avant, un petit peu après. Et puis, au milieu, on a ce jeu. Et là, on va lancer dans les mois qui viennent une campagne de formation de nos formateurs, pas uniquement sur cet outil-là, c'est-à-dire sur l'ensemble des outils qui sont dans la stratégie TP Demain de la fédération, puisqu'en fait, ce projet qui est énorme pour Laurent, au niveau de la stratégie globale, c'est un projet parmi tant d'autres. Et les formateurs que l'on vise, pour les former, on va les former sur l'ensemble des projets et l'ensemble des outils liés à cette plateforme TP Demain. Donc on s'en est en courant, si j'ai bien compris. Sur quel stand on peut vous retrouver si on souhaite continuer les échanges avec vous ? Alors donc nous on est sur le stand N20 en face de l'entrée, on est immanquable cette année, on est très très fiers, on a le poteau et tout, mais c'est pas grave, on est pile face à l'entrée. On avait nos emails qui étaient, et Charles et moi qui étaient présents ici, donc vous n'hésitez pas. Charles et moi on sera sur le stand aussi au niveau de l'entrée, donc passez nous voir, on vous donnera des cartes de visite, on sera ravis d'échanger avec vous. Parfait. Merci beaucoup. Merci bien.